Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour Darius Rochebin. Le grand public peut découvrir en vous la passionnée d'opéra. Vous présentez la Traviata au Grand Théâtre de Genève. On va parler de ça, de vous, femme politique, ancienne ministre depuis un certain nombre d'années. Oui. En ayant gardé la liberté de parole, ça c'est votre marque de fabrique depuis toujours. Oui, la vérité, la véracité, le naturel. Il y a tellement de gens empoulés, trafiqués partout, y compris dans le monde médiatique. Surtout. Surtout dans le monde médiatique. Donc il faut garder sa part de vérité, oui. Ça vous a coûté, souvent? Oui, ça m'a coûté. Quand j'ai, par exemple, à une question d'un de vos collègues, Jean-Michel Apathy, qui me posait la question est-ce que Jacques Chirac porte un appareil auditif? Je trouvais stupide de ne pas dire la vérité. J'ai dit il me semble que oui. C'est une histoire incroyable. Ça vous a coûté votre poste de ministre. Ça m'a coûté mon poste de ministre de l'écologie, absolument. Ça a été d'ailleurs l'origine d'une histoire rocambolesque où le porte-parole du gouvernement, qui était à l'époque Jean-François Copé, a dit non, alors que tout le monde savait que c'était oui. Oui, communiqué de l'Élysée, et ensuite engueulade. Voilà. Pour un détail comme ça. Voilà, et ensuite rétropédalage. Et c'est vrai que garder sa vérité, j'ai toujours voulu, même quand des décisions étaient rendues contre moi, ne pas dire que j'étais d'accord. Voilà, je comprends, l'arbitrage n'est pas rendu en ma faveur, mais je continue à penser ce que je pense. L'anecdote est révélatrice sur la capacité de mentir des hommes politiques, les grands, les petits, les importants, les nuls, tous. Chirac vous ment à ce moment-là, un peu les yeux dans les yeux. Je crois même que vous lui faites une petite tape. Voilà, c'est ça, en lui disant « Écoute, arrête de raconter des bêtises ». Et ça ne le fait pas rire. Ça ne le fait pas rire, mais vraiment, on est dans ce qu'on appelle la période du fact-checking, c'est-à-dire que les journalistes veulent savoir ce qui s'est vraiment passé, ils n'acceptent pas la parole politique sans vérification. Regardez ce qui vient de se passer il y a quelques semaines avec Aurélie Filippetti, elle a bien le droit de partir en vacances à l'île Maurice. Son entourage dit non, évidemment, elle s'est fait repérer par des journalistes et par un certain nombre de curieux, et d'une chose totalement insignifiante, elle fait un drame politique et médiatique. Donc il vaut mieux dire la vérité. Donc mentir devient plus difficile qu'avant. Mentir devient beaucoup plus difficile qu'avant. Vous lui en avez voulu à Jacques Chirac de vous évincer pour une chose aussi ridicule? Je lui en ai beaucoup voulu à l'époque. Il y a des gens qui disent « Oh non, tout ça n'était pas très grave ». Moi, je l'ai très, très, très mal vécu, d'autant qu'il m'avait demandé de préparer la charte de l'environnement. Elle était prête, je l'ai écrite, c'est un texte fondateur. Et pratiquement 4 jours avant le débat à l'Assemblée nationale, ce gouvernement est démissionné et je ne peux pas présenter ma charte. Mon successeur monte à la tribune de l'Assemblée nationale avec le discours que j'ai préparé. Il lit, j'entends le discours que j'ai écrit parce que j'avais souhaité écrire ce discours personnellement. Je l'avais laissé en testament. Ça, c'est la cruauté totale de la politique. C'est la cruauté totale. Il lit ce discours et à aucun moment il ne cite mon nom. En Suisse aussi, on les voit, les politiciens, dans la buvette du Parlement, etc., qui discutent, qui ont l'air à tuer à toi, copinard et en même temps un peu tueur. Il y a une forme de férocité. Comme dans tous les enjeux de pouvoir, la politique est cruelle, mais c'est vrai aussi dans le monde médiatique, c'est vrai dans l'entreprise. Et on m'a dit qu'entre cardinaux au Vatican, c'était un véritable ring. Alors on reparlera de politique, de sujets d'actualité aussi. Le mariage homosexuel, il est d'actualité cette semaine en France. D'abord quand même la musique, c'est la raison de votre présence en Suisse. Vous présentez la Traviata. D'abord la musique dans votre vie, c'est une autre vie depuis toujours. C'est une autre vie depuis toujours, une solide formation musicale. Piano, solfège, chant. Une découverte un peu tardive de l'opéra, dans ma 20e année. Et un amour qui ne m'a pas quitté, que j'ai toujours exercé d'une manière immodérée. C'était finalement mon seul loisir quand j'étais en politique, cette soirée hebdomadaire consacrée à l'opéra ou à un concert. Et maintenant, un vice auquel je peux m'adonner de façon totalement impunie. Ça vous a aidé à tenir la musique ? Oui.
Parce que la musique évidemment un art total, et en particulier l'opéra est un art total. Et quand tout d'un coup vous êtes confronté à des choses extrêmement difficiles, ministre de la Santé, on gère un budget qui concerne évidemment l'ensemble des Français, 220 milliards d'euros. Vous avez tout eu, hein, la canicule, la canicule, mort d'enfants. Quand j'étais ministre de l'écologie, mais des drames, des épidémies, des choses extrêmement lourdes. On peut se laver la tête, c'est-à-dire au moment d'allumer le... On ne se lave pas la tête, mais on l'oxygène. On l'oxygène, les neurones reprennent leur capacité. Et passer un moment à l'opéra, c'est aussi se persuader de la vanité de certaines choses et de se dire que tout recommence. Hein. Vous pensez à quoi? C'est toujours fascinant dans les opéras ou spectacles. À quoi on pense, hein, chacun isolé? Vous pensez à quoi, vous? Je ne pense pas. Je pense avant, je pense après. L'opéra est d'abord une expérience sensuelle. Si vous intellectualisez l'opéra, vous en perdez le sel, la trame, la substance. L'opéra, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. La Traviata. Ça veut dire que votre esprit ne vague pas. Si vous ne pleurez pas, alors c'est très affreux, parce que les gens qui m'accompagnent à l'opéra, ils vont avec une boîte de Kleenex. Je me rappelle... Les grands politiques, pardon, souvent n'aiment pas la politique. Hein. La musique, De Gaulle, on dit que De Gaulle ne s'intéressait pas beaucoup. C'est vrai. Peut-être parce qu'ils ont peur de leurs émotions. Je voulais vous raconter, j'écoute à côté de Jérôme Monod la Valkyrie. Et je pleurais tellement, il me passait des mouchoirs et à la fin il me dit « Écoutez Roselyne, arrêtez de pleurer, on va croire que c'est moi qui ai la cause de ce chagrin. » Je lui dis « Non, rassurez-vous. » Là, c'est Verdi. C'est Verdi. Vous le placez très haut, hein, dans la musique. Je le place très haut. C'est ma première expérience sensuelle de l'opéra. Quand je découvre l'opéra, je le découvre avec Verdi. Et c'est un très bon initiateur de cette relation amoureuse qu'on a avec l'opéra. Je découvrirai après Mozart, Wagner et tous les autres. Mais finalement, c'est comme vos premières amours, vous les oubliez jamais. Et le contact avec Verdi, avec un artiste qui est à la fois très noble et très populaire, où chacun peut trouver son miel dans cette appréhension de Verdi, et sans doute dans la Traviata plus particulièrement. Opéra de vérité aussi, hein. On n'est pas dans l'idéalisation, c'est des scènes tirées de la vérité parfois crue, Verdi. Ah oui, vous avez une véritable rupture dans l'histoire de l'opéra avec la Traviata. Pour la première fois, on va quitter les rois, les reines, les dieux, les déesses, ces personnages un peu mythologiques ou très aristocratiques qui peuplent l'opéra. Vous avez un drame bourgeois d'une crudité terrible, d'une cruauté à l'époque, ça choquait d'ailleurs. Ça choquait terriblement. C'est d'ailleurs pour cela qu'au début, on représentait Traviata dans des costumes du temps de Richelieu, parce que la satire était trop violente. Et puis la construction de l'opéra, construit uniquement et du début à la fin autour du personnage féminin, et avec deux personnages masculins assez falot ou assez discutable, c'est une construction puissamment originale dans cette année 1853 qui est en quelque sorte la charnière du 19e siècle. La provoque, c'est quasi une spécialité de Roselyne Bachelot, hein, depuis de nombreuses années. Le moment clé, ça a peut-être été le mariage homosexuel. Hein. Dans votre camp d'origine, la droite, quand vous êtes prononcé pour le mariage homosexuel, ça a été un tollé inouï, c'était déjà il y a plusieurs années. Voilà, c'est effectivement un engagement très fort qui n'est pas du tout un engagement de mode, hein. C'est un engagement que je poursuis depuis très longtemps. Mon fils, qui a 43 ans, me racontait un souvenir que j'avais oublié. Il avait 7 ou 8 ans, je me promenais avec lui et il me dit « Maman, te rappelles-tu, tu m'as dit, un jour, chérie, tu tomberas amoureux. Il faut que tu saches que ça peut être d'un homme ou d'une femme et que pour moi, ce sera pareil. » Pourquoi cet engagement-là? Pourquoi vous? Je suis du côté de mon père ou de ma mère d'origine extrêmement modeste. Et tout ce qui a structuré mon engagement politique, c'est la lutte contre les discriminations. Discriminations liées au sexe, dans mon combat pour l'égalité homme-femme. Discriminations liées au handicap, c'est un des combats de ma vie. Et discriminations liées à l'orientation sexuelle. Je ne supporte pas que quelqu'un soit rejeté dans la société. Et finalement, cet engagement, je l'ai donc eu très tôt. Je l'ai exprimé à travers le pacte civil de solidarité, il y a déjà maintenant presque 15 ans. Et je le poursuis aujourd'hui à travers le droit à tous les couples de se marier. Cette semaine, ce sera le sujet devant l'Assemblée en France.
Ça vous étonne que ça passionne à tel point les Français? L'immense manifestation début janvier, aujourd'hui encore ce débat tellement éruptif. Oui, je veux dire, oui, ça ne m'étonne pas que ça passionne les Français. Pourquoi? Parce que la politique, la vraie politique, c'est de la politique, ça aussi, je ne veux pas dire, mais les sujets habituels, économiques et sociaux deviennent de plus en plus compliqués. Et les citoyens ont le sentiment, quelque part, que ces choses les échappent, qu'ils ont du mal à les comprendre. Je dois dire que c'est quelquefois terriblement complexe. Les sujets de société en appellent au vécu de chacun. Ça rappelle les très grands sujets, la pilule, l'avortement, la contraception en d'autres époques. Voilà. Hein. Et tout cela, ça concerne la vie. Si vous demandez la notation, le triple A, le déficit, la construction d'un budget, mon Dieu. Mais là, on vous demande de parler de votre père, de votre mère, de ce que vous avez vécu dans votre enfance, de l'image que vous vous faites de votre bonheur personnel. Et on comprend que ça intéresse les gens dans un camp et dans l'autre. Hein. Si on lance le sujet dans un dîner, ça marche toujours. Hein. Ça anime toujours les pros anti-mariage homosexuel. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous dites? Alors vous êtes nettement pro. Qu'est-ce que vous dites à l'autre bout de la table, à celui qui est contre? La phrase pour le convaincre, vous lui dites quoi en général? Je lui dis que le mariage est une construction sociale et qu'elle a considérablement évolué. Et ne vendons pas une image du mariage idéalisée. Le mariage, il a été d'abord un lieu d'oppression des femmes et des enfants, et heureusement, il a évolué. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle marche vers la liberté, vers l'égalité. Nous ne retirons rien aux couples hétérosexuels. Ils vivront leur mariage, leur amour, leurs enfants, exactement de la même façon. Ce bonheur qu'ils ont eu dans leur couple hétérosexuel, ils peuvent l'offrir aux couples homosexuels. Est-ce que la psychologie des enfants, ça vous chiffonne pas un peu? On entend dans la grande manifestation contre le mariage homosexuel, il n'y a pas que des réacs. Hein. Bien sûr. Beaucoup de familles très moyennes qui disent quand même, pour les enfants, le modèle traditionnel est mieux. Il y a toutes sortes de modèles familiaux depuis très longtemps. L'image aussi d'une sorte de couple tutélaire et égalitaire penché autour du berceau de l'enfant est une image fausse dans l'histoire de l'humanité. Les pères ont été, hélas, peut-être des géniteurs fugitifs et fugaces, et les petits d'hommes étaient élevés strictement par les femmes et par des collectifs de femmes. Tout ça a évolué. La famille majoritaire restera sans doute une famille hétérosexuelle, mais les homosexuels élèvent des enfants, ils les élèvent très bien. Il y a de tout, mais est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État, c'est ce que pensent les anti-mariages homosexuels, de pousser vraiment, d'inciter quand même vers une forme de norme? Non, ce n'est pas le rôle de l'État. De même qu'on préfère quand même le mariage fidèle à l'adultère, etc., même si la morale, chacun fait ce qu'il veut, mais on pousse vers la norme. Non, je ne pense pas qu'il y ait une norme, ou alors s'il y en avait une, elle pratiquerait l'exclusion. Elle dirait à certains, écoutez, vous êtes des anormaux, vous êtes dans la marge, et tout ça serait créateur de malheur. Non, au contraire, il faut accepter les différences, parce que c'est ça qui fait le bonheur, à la fois des couples et bien sûr des enfants. Alors, il ne faut pas se leurrer. Vous savez, dans notre pays, la France, il y a 820 000 naissances par an et il y a 3 000 adoptions. 3 000 adoptions, 80% des adoptions sont des adoptions hors de France, dans des pays qui en général n'acceptent pas les couples homosexuels. Et vraiment, présenter comme une menace sur la famille traditionnelle le fait que l'adoption soit ouverte aux couples homosexuels, me paraît quand même tout à fait incroyable. En matière de mœurs, les Français, vous êtes spécialement conservateurs au fond? On est un pays qui a été baigné de traditions catholiques, oui, et clairement, les trois grandes religions monothéistes se sont prononcées contre ce type de mariage et condamnent explicitement l'homosexualité. Machiste encore, vous êtes resté machiste? L'Église catholique, la religion juive et la religion musulmane l'ont dit très clairement. On est resté aussi un pays machiste parce qu'on est un pays d'origine monarchique et que quelque part, la figure tutélaire du roi, la loi salique, imprègne l'inconscient collectif. Donc tout ça crée une forme, oui, de machisme. Une femme présidente en France, c'est possible? Oui, ça c'est tout à fait possible, une femme présidente. Ceci étant, les États-Unis, qui sont très féministes, n'ont jamais eu de femme présidente des États-Unis.
Oui, c'est pas ça qui est important, en fait, dans l'égalité homme-femme. Parce qu'une femme présidente de la République, dans des pays très, très machistes et qui mettent les femmes dans des situations d'infériorité considérable, ont eu des femmes, on pense à Indira Gandhi, on pense à Benazir Bhutto et bien d'autres. Donc pour moi, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir un Parlement paritaire. C'est que tous les chefs du CAC 40, tous les chefs des grandes entreprises ne soient pas des hommes. C'est ça la véritable égalité, pas d'avoir une femme présidente de la République. Est-ce que vous l'avez subi, le machisme, Roselyne Bachelot, dans votre carrière? De façon continue. Ouais. Comment ça se manifestait? Vous savez comment on m'a présenté quand j'ai été élue pour la première fois? On présentait les nouveaux élus dans le conseil local où je venais d'être élue. Donc on était 6 nouveaux, 5 hommes, une femme. Les 5 hommes ont été présentés par leur carrière, leurs exploits. Et moi, on a dit, et Roselyne Bachelot, dont chacun connaît le charmant sourire. Et tout au long de ma carrière politique, j'ai été en but à ce genre, ce genre d'anecdote. Mon président de conseil régional, on reçoit l'ambassadeur des États-Unis. J'étais la seule femme membre du bureau du conseil. Eh bien, les hommes se sont groupés autour de l'ambassadeur et moi, on m'a demandé de prendre le thé avec son épouse. Et quand j'ai dit que ce n'était pas le rôle que je voulais, le président du conseil régional m'a dit « Ma petite fille, tu es une emmerdeuse ». Est-ce que vous avez rêvé une fois être présidente? Non. En rêve. Pourquoi pas? Non, je ne l'ai pas rêvé. Tous les politiciens en rêvent. Je ne vais pas vous dire oui pour vous faire plaisir et jouer une fausse franchise qui serait un mensonge. Non, j'ai rêvé d'être ministre de la Culture. Ah oui. Ça aurait été pas mal aussi. Finalement, je ne regrette pas de ne pas l'avoir été. J'aime trop la culture pour en être la ministre. Vous parliez de Chirac, vous avez pratiqué tous les grands fauves politiques. Si on fait un jeu, le plus méchant, c'était qui? Chirac. C'était un méchant dont il fallait se méfier parce que sous ses airs bonhomme, tout d'un coup, il était comme le lion endormi dans la savane. Son œil se soulevait et hop, d'un coup de patte, il vous arrachait la moitié de la figure. Ça, c'était le bonheur de tuer politiquement? C'était comme un goût du sang? Oui, je crois que les vrais politiques ont le goût de tuer. Et si Chirac s'est livré tout au long de sa carrière de président de la République à des remaniements ministériels, mais massifs, allez hop, je t'en renvoie 15, et hop, je t'en renvoie 18. Il avait le goût du chasseur qui, vous savez, a des trophées empaillés sur le mur. Quand vous le voyez dans les archives, jeune politicien tellement loup, tellement ambitieux, vous ne dites pas quand même belle bête d'ambition? C'est une bête superbe, Chirac. Mais ça n'empêche pas que je l'aime. Ouais. Et que véritablement, c'est un homme admirable. Mais on peut aimer quelqu'un dans sa cruauté. Le plus intelligent? Mitterrand. Indubitablement, et avec cette finesse, cette culture, cette perversité de la véritable intelligence, ce côté tordu. Pour être très intelligent, il faut toujours prendre les choses par le travers pour les voir droit, et ça, Mitterrand le faisait très très bien. Le plus bête? Je vais peut-être dire Giscard. Alors qu'il est tellement premier de classe. Supérieurement intelligent, mais le plus bête au sens, non pas de cette bêtise qui dit qu'on ne comprend pas quelque chose, il comprenait tout, mais cette bêtise qui est cette inadéquation à comprendre un certain nombre de choses ou à s'adapter à certaines situations. Et c'est ça la véritable intelligence, c'est cette faculté d'adaptation, plus que l'intelligence purement théorique. Le plus charmant, le plus séduisant, celui dont le charme aurait pu vous toucher? C'est encore Mitterrand, je crois. Parce que c'était un charmeur, un vrai charmeur, un séducteur absolument impénitent, oui. Et que dire de Sarkozy, alors? Vous le classeriez dans quelle catégorie? Le plus gentil. Curieusement, parce que Sarkozy est absolument dénué de toute perversité, curieusement. C'est quelqu'un qui ne fait aucun coup en douce. Entier, vraiment?
il va s'attaquer à vous, il vous le dit en face. Il y a une espèce de franchise chez Sarkozy qui est tout à fait inouïe. Je vais te casser la gueule. Et il vous le dit, je vais te casser la gueule. Et il ne le fait pas forcément. Et il ne le fait pas. Ouais. Il en a peut-être une intention, mais il ne le fait pas. Son retour, vous y croyez? Je ne vois rien dans sa stratégie personnelle qui l'amène vers cela. Alors, je comprends ceux qui souhaitent son retour, étant donné le désastre économique et social que causent et que causeront les décisions du gouvernement actuel. Et la place à droite. Et le fait qu'effectivement, cette famille est un troupeau sans berger. Mais toutes les décisions qu'il prend dans sa vie personnelle, il était il y a quelques jours ici, ne me paraissent pas être le cheminement d'un homme qui a l'intention de revenir au pouvoir. Le déclin français, alors vu de Suisse, vous savez qu'évidemment, souvent on n'aime pas trop ses voisins, on aime les critiquer. Il y a une relation, disons, d'amour-haine entre évidemment. nous. Hein. Et nous, Suisses, souvent, on a l'impression que votre puissance a beaucoup baissé. Et on a l'impression que même en termes de président, qu'on était parti de De Gaulle, qu'après il y a une forme de grandeur française qui est un peu déclinée. Vous le sentez, ça? Je ne dirais pas cela. Je ne ferai pas tout à fait la même analyse, ou du moins je compléterai votre analyse. D'abord, on est dans un monde qui est en train de se rééquilibrer. La puissance du monde, elle n'est plus dans la vieille Europe. Et le déclin de la France, il accompagne un déclin relatif, mais quand même continu, et une redistribution des richesses dans le monde, dont acte. Et finalement, c'est pas mal. La force militaire, pardon, elle a été si importante chez vous. Aujourd'hui, quand on voit vos troupes au Mali, est-ce qu'il y a une forme de fierté de dire on est encore une puissance qui peut intervenir? Alors, je vais revenir vers le Mali, bien entendu. Ensuite, la mode des présidents, et là on voit aussi cette évolution partout en Europe. Il y a, disons, des gens plus ordinaires à la tête des États, des hommes qui appréhendent le contact télévisuel et qui n'apparaissent pas dans leur majesté tribunicienne. Alors, est-ce que l'image du chef d'État qui endosse l'habit du chef de guerre peut être un élément valorisant? La question a été posée dans ce domaine. Moi, j'appelle à la plus stricte prudence dans ce domaine. C'est toujours très difficile de se poser en chef de guerre. Ça, en général, ça ne réussit pas très longtemps. Roselyne Bachelot, retour à la musique, c'est votre vie désormais en grande partie. Vous serez à Genève, là, dès lundi. Voilà, vous présentez exactement. La Traviata. Je présente la Traviata au Grand Théâtre, à l'invitation des amis de l'opéra et du ballet. Le président, c'est Pierre Michaud, et qui a eu la gentillesse de m'inviter. Et dans cette année Verdi, puisqu'on est dans une année Verdi, il est très important que cette œuvre charnière soit présentée au Grand Théâtre. Là, 10 soirs, c'est la première, et puis pendant 10 représentations, avec des interprètes prestigieux. Votre particularité, hein, vous avez été souvent très crédible en parlant de choses sérieuses, aussi en parlant de choses légères. Là, vous ne chantez pas, mais je sais que vous chantez très bien. Alors, De temps en temps, oui, il m'arrive de chanter. Comment est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous voulez nous chanter? Ah oui, je ne peux pas pour vous chanter. Nous, pour la Suisse. Alors, qu'est-ce que je peux vous chanter? Ça sera spécialement dédié à vous. Si vuol ballare, signor Contino, si vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, si, le suonerò. Si tu veux me faire danser, petit comte, ma guitare va résonner. Merci, Roselyne Bachelot. Merci beaucoup.